100% fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous Monsieur Succès Masra. Il est opposant tchadien de séjour au Burkina. Il fut l'un des farouches opposants du président Idriss Itmo Déby. Aujourd'hui, son combat pour un Tchad uni, démocratique et libre se poursuit. Je précise également qu'il est le président du parti plutôt des transformateurs. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes en visite au Burkina Faso depuis le 12 mai, si je m'abuse. Dans quel contexte se situe ce séjour? Je suis venu à la source de l'inspiration, je dirais. Je suis un véritable... ma conscience politique a été en partie bâtie par l'engagement de Thomas Sankara. Vous avez la chance d'avoir au Burkina Faso l'original de l'un des fils les plus emblématiques et l'une des plus grandes fiertés de l'Afrique du XXe siècle. Je suis donc venu à la fois me recueillir sur sa tombe, aller visiter le mémorial, rendre visite à sa famille, et puis profiter pour rencontrer mes compatriotes ici, pour engager ce dialogue pour la transition, afin d'aboutir à, en tout cas, la transformation de notre pays en une terre de justice et d'égalité. Et donc, panafricaniste dans l'âme, je voulais ainsi venir aller m'inspirer, puiser un peu les énergies positives en cette terre des hommes intègres avant de repartir chez moi. Alors, vous êtes venu à la source de l'inspiration, vous le dites, donc il n'y a aucun agenda politique en dehors justement de rencontrer la diaspora tchadienne. C'est tout un agenda politique, ce que je viens de vous décrire justement. Parce que nous parlons... Agenda politique, je veux bien dire, aller à la rencontre des autorités de ce pays. Ça fait partie des choses. Je discute avec tous les Burkinabés, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des politiques, que ce soit des hommes des médias. La preuve, j'ai la chance d'être ici avec vous pour expliquer un peu la vision aussi panafricaniste que nous devons porter. Vous savez, Thomas Sankara avait dit, tuer Thomas, il y aura des milliers de Sankara. Je suis venu aussi dire que les milliers de Sankara dont on parlait, nous sommes là, nous sommes pas seulement burkinabés, nous sommes aussi tchadiens. Et ce panafricanisme du XXIe siècle auquel je crois, c'est le leadership serviteur. Les Africains que j'ai eu la chance de rencontrer à travers le continent, en ayant travaillé à l'époque à la Banque africaine de développement sur les 54 pays, mais aujourd'hui sur place, sur le terrain, lors des différents voyages que nous effectuons, les Africains veulent des dirigeants serviteurs, capables d'avoir des résultats pour leur vie, sur les questions d'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Et il y a des solutions que nous ne pourrions avoir de manière solide que si elles sont des solutions, je dirais, collectives. Pas seulement la question sécuritaire sur laquelle nous avons des collaborations à faire, mais aussi les questions de développement, de transformation de notre économie. De manière à ce que, allez, je crois que les Africains ont besoin des pays qui sont sur leurs deux jambes, où la question sécuritaire est au point, mais aussi les questions de développement. Si vous êtes efficace sur l'un, et vous n'êtes pas efficace sur l'autre, ça peut occasionner des problèmes pour l'avenir. Donc c'est aussi autour de cela que j'ai envie de discuter avec les différentes intelligences burkinabées. Alors en tant que fervent défenseur de la démocratie, vous êtes actuellement dans un pays sous régime d'exception. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre justement de ces valeurs que vous défendez? Vous savez, tout le monde est d'accord là-dessus. Un coup d'État, quand il arrive, c'est plutôt révélateur du symptôme d'un mal, d'une incongruité, d'une anormalité. Ce n'est jamais la solution. C'est ce qui vient après qui va être une solution, à condition qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. Et les régimes, en tout cas en place aujourd'hui, à l'issue de ces situations, que ce soit, en tout cas dans mon pays, le Tchad notamment, nous sommes en train de nous acheminer vers ce à quoi le peuple tchadien s'attend, c'est-à-dire arriver à un dialogue pour arriver à organiser des élections transparentes et libres, inclusifs dans lesquels, qui permettront en tout cas à ceux qui gèrent la transition, qui sont des militaires, de passer la main à une équipe qui sera élue à l'issue d'une élection à laquelle ils ne pourront pas participer parce qu'ils ne peuvent pas être juges et partis. Et donc, c'est ce à quoi nous voulons arriver. Nous avons été contraints d'arriver à la situation actuelle d'obligation de transition parce que le président, à l'époque, voulait tout faire pour ne pas arriver à cette situation. Il y a eu des manifestations sur plus d'une quinzaine de semaines que nous avons organisées, plus de 1300 personnes arrêtées, plus de 500 blessés, 17 personnes abattues. Mais ça, c'était le prix de la liberté, du courage de la liberté, qui nous a conduit à la situation actuelle. Donc, le Tchad est à la croisée des chemins et notre détermination aujourd'hui est plus que jamais grande pour, en tout cas, que nous puissions arriver à cela. Enfin, je pense que l'avenir du Tchad s'inscrit aussi dans une Afrique qui doit être transformée.
Et dans ce sens, il y a plein de choses que nous pouvons faire ensemble. Au Burkina Faso, en dehors de nous donner Thomas Sankara, on dit les Tchadiens, les Burkinabés sont des cousins. Nous avons même les mêmes plats culinaires, des habitudes, même des danses, etc. C'est juste incroyable. Et donc, il y a tant de choses que nous pouvons faire ensemble. Pays du Sahel, ayant le désert en partage, ayant certaines précarités en partage, mais beaucoup d'espérance aussi en partage. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un grand pont entre le Burkina et le Tchad. Et donc, mon ambition, c'est aussi de convaincre les Burkinabés que nous pouvons faire des choses gigantesques ensemble, d'où aussi l'objet de ma visite ici en terre des hommes intègres. C'est sans doute le même message que vous avez porté à la connaissance de vos interlocuteurs lors de vos visites à Abidjan et au Togo. Absolument. Visite à Abidjan, au Togo, mais en Afrique du Sud aussi, où je suis allé visiter l'Afrique du Sud, voir la maison de Nelson Mandela, et probablement j'irai au Rwanda, au Nigeria, dans plein d'autres pays africains, là où les portes sont ouvertes, je rentre, quand c'est fermé, je frappe. Quand on ouvre, j'y rentre et puis j'explique le Tchad de demain que nous sommes en train de vouloir bâtir avec une grande espérance. Est-ce que vous êtes en quête de soutien justement pour cette candidature à venir? La candidature, le plus grand soutien, c'est le soutien du peuple, qu'il a démontré à maintes reprises. Nous avons organisé d'ailleurs le plus grand meeting de l'histoire du Tchad en moins de 24 heures. 65 000 personnes ont rempli le plus grand stade du Tchad. Ça montre bien que notre engagement est populaire sur le terrain. C'était tellement populaire que la seule manière pour le président Déby de ne pas nous affronter, c'est de relever l'âge dans la Constitution, de le porter de 35 ans à 40 ans. Et l'ironie de l'histoire, son jeune fils qui assure aujourd'hui la transition est plus jeune que nous. Donc, c'était sa seule possibilité qui était offerte à lui, c'était de nous éliminer, donc de créer une sorte d'apartheid. Donc, ce soutien, il est là. Par contre, oui, d'expliquer le Tchad de demain, de dire les engagements sur lesquels, si nous arrivons au pouvoir, le Tchad va les tenir sur les questions sécuritaires, sur les enjeux d'intérêt copartagés, l'environnement et tout ça, mais aussi les questions de développement et des choses que nous pouvons faire ensemble. Donc, ceux qui peuvent croire en cela, je souhaite qu'ils aient une oreille attentive, évidemment. Donc, une oreille attentive, pas forcément un soutien, mais une oreille attentive là-dessus. Et surtout, ce que nous pouvons faire ensemble dans une sorte de coopération sud-sud, parce que je crois que les solutions aux problèmes des Africains, c'est aussi aux Africains de les faire. Moi, je crois à un panafricanisme du XXIe siècle, qui n'est pas un panafricanisme des discours ou du lyrisme, mais qui est un panafricanisme basé sur des projets transformateurs et intégrateurs. Ça peut toucher à l'éducation, à l'emploi, à un commerce intra-africain, à la transformation de l'agriculture, du système de santé. Il y a tant de choses que nous pouvons faire dans ce continent. C'est la meilleure manière de rendre hommage à quelqu'un comme Thomas Sankara, qui a voulu que nous soyons des milliers de Thomas Sankara. Mais il a ajouté quelque chose qui est une leçon pour nous tous, panafricanistes aujourd'hui. Il dit « honte à ceux qui ne font pas mieux que leurs pères et leurs mères ». Je crois que le Thomas Sankara ne voudrait pas qu'on fasse la même chose que lui. Il voudrait qu'on prenne ce qu'il a laissé comme de bon et qu'on y ajoute quelque chose. C'est en cela qu'il pourra être fier de nous. Voilà aussi un des messages que je souhaite porter au sein de cette nouvelle génération. Alors l'actualité au Tchad, c'est cette manifestation organisée samedi à N'Djamena, des centaines de personnes qui se sont mobilisées contre la France, qu'ils accusent de soutenir les autorités militaires au pouvoir. Des symboles français ont été attaqués. Est-ce que vous soutenez de tels agissements? Nous-mêmes, dès le début, lorsque la question de la transition s'est présentée au Tchad, nous avons indexé la position de la France qui, le 20 avril, avait tenu une position, mais qui était incompréhensible pour les Tchadiens. La France s'est arrêtée à la question de la sécurité, mais sans regarder la démocratie et la suite. Le président Macron s'est révisé plus tard, le 27 avril, lorsqu'il y a eu des tueries qui ont eu lieu au Tchad, pour dire qu'il ne sera pas là pour soutenir un plan de succession dynastique. Mais moi-même, en tant que ce jeune Tchadien qui a eu la chance, y compris d'aller dans les mêmes écoles que tous ces dirigeants-là, en France ou ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rappeler, à la fois au président Macron, mais à tous les acteurs que je rencontre, diplomatiques, militaires, etc., qu'il est venu le temps pour la France de ne pas regarder le Tchad et l'Afrique 3.0 avec les loupes du XXe siècle. C'est tellement important que je chute. Donc ça veut dire que est justifiée. Ça veut dire qu'il y a des colères qui sont là, des colères légitimes, qu'il faut entendre, qu'il ne faut plus ignorer. Par contre, ce que j'ai aussi voulu rappeler en responsabilité, pour mon peuple, je leur dis, ne remplacez pas le drapeau de la France par le drapeau d'un autre pays. Si au XXIe siècle, un Africain cherche à remplacer le drapeau d'un pays avec lequel il a des griefs par le drapeau d'un autre pays, on n'a rien compris. C'est comme si vous quittiez la cellule de la prison pour rester dans la cour de la prison. Ce qu'il faut, c'est hisser les drapeaux du Burkina Faso, du Tchad,
Et donc, j'appelle la nouvelle génération aussi à ne pas se rabaisser, à baisser le drapeau de notre pays. Le drapeau, par exemple, de la France appartient au peuple français. Ça n'appartient pas à un président français, avec lequel on peut ne pas être d'accord. Des politiques avec lesquels on peut ne pas être d'accord. Est-ce que brûler, tuer, massacrer, pétiner un drapeau est une solution? Je pense que c'est une expression maladroite de la colère. Mais lorsque vous voyez, le cœur y est, et la colère, elle est là, elle est non maîtrisable. Donc, la leçon aussi que les uns et les autres doivent tirer par rapport à ce qui se passe au Tchad, qui se passe au Burkina, qui se passe au Mali, c'est quelle leçon on doit tirer ensemble pour corriger les choses, pour que les partenariats de demain soient des partenariats gagnant-gagnant sur la base de l'égalité, la liberté. Ce ne sont pas des valeurs françaises, ce sont des valeurs universelles. Et les Africains aussi veulent la liberté et l'égalité. Donc, cette jeunesse qui est debout est une jeunesse qui exprime une colère. Parce qu'il y a eu trop d'attentes. Il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été tenues. C'est pour ça d'ailleurs que ça c'est tellement important que je l'ai dit dans un livre qui s'appelle Le courage de la liberté, confisqué d'ailleurs par les autorités de transition actuellement au Tchad. Et si je suis venu aussi à Ouaga pour livrer mon message sur le « Nous sommes des milliers de Sankara », c'est aussi à Ouagadougou qu'il y a quelques années, vous vous souvenez, un président français, en l'occurrence le président Macron, était venu adresser un message. C'est à ma manière aussi une sorte de réponse à ce qui doit être, y compris pour lui et pour la France, sans doute la dernière chance qui s'offre, parce que c'est son dernier mandat, c'est la dernière chance qui s'offre à lui pour sans doute corriger le tir. Il a promis qu'il doit corriger le tir. C'est sur ces choses-là, notamment pour le Tchad, nous ne souhaitons pas un plan de succession dynastique de confiscation armée du pouvoir. C'est sur ça qu'il sera attendu et c'est ça que ces jeunes-là, d'une certaine manière, sont en train de le dire. Mais brûler, rabaisser le drapeau, ce n'est pas une méthode efficace. Voilà ce que je souhaite aussi dire. À Paris, est-ce que tout ce que vous dites, vous l'avez porté à la connaissance de vos interlocuteurs à ce niveau? Absolument, à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous avons porté ce message. Vous voyez, nous rencontrons l'Union européenne, nous lui parlons le même message. L'Union africaine, commençons d'abord par ça. Nous avons dit aux délégations de l'Union africaine le même message. En France, nous avons dit le même message. Aux États-Unis, où nous nous préparons à nous aller bientôt, nous dirons la même chose. Mais nous avons été déjà rencontrés par le passé et nous avons tenu ce même discours. Et quand je fais la tournée aussi auprès des chefs d'État africains, auprès des acteurs au niveau de l'Afrique, je leur tiens ce message-là pour qu'ils entendent l'espérance de cette nouvelle génération de Tchadiens qui ne veut plus qu'on répète les mêmes choses d'hier et qu'on arrête aussi avec cette sorte un peu de... On a présenté le Tchad, qui est un Tchad en sécurité, unijambiste, basé sur la sécurité. C'est une manipulation. En réalité, le Tchad a des défis et le Tchad veut être un Tchad sur ses deux jambes. Donc, ce message aussi, mon rôle, c'est de le porter dans les oreilles de ceux qui ont été habitués à une narrative sur le Tchad, qui était une narrative tronquée. Je vous donne un exemple illustré, rapidement. Le propos, un pays qui est en sécurité ne voit pas son président tué au front. Un pays qui est en sécurité ne voit pas des rébellions, des dizaines de rébellions de manière éternelle. Un pays qui est en sécurité ne jette pas sa constitution. Et à l'heure où je vous parle, je viens d'apprendre qu'il y a eu une dizaine de personnes tuées dans le sud du pays. Après N'Djamena, Mundu, Abéché, Kelo, Sandana, maintenant c'est Danamaji, où on vient de tuer les gens au moment où je venais là. Donc il y a une partie des Tchadiens qui est laissée armée contre une autre partie. Toutes ces choses nous pouvons changer, nous devons changer à condition de bâtir un Tchad sur ses deux jambes. Donc vous voyez, ça, il a fallu aussi que nous portions ce message, d'où la tournée que nous sommes en train d'effectuer, qui concerne l'Afrique, l'Europe, mais aussi les autres partenaires. Alors, très rapidement, Succès Masra, ce message d'unité que vous livrez à la connaissance de la diaspora, mais également de tout le continent africain, ne semble pas être entendu par les Tchadiens eux-mêmes, vu donc les résultats du pré-dialogue qui ont ouvert leurs portes à Doha et finalement qui ont été suspendus. Nous n'y sommes pas encore arrivés. Le dialogue n'est pas encore, le pré-dialogue n'est pas encore terminé. Nous, dès le premier jour, nous avons mis sur la table des propositions, des recommandations, mais des exigences d'objectivité. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas voulu aller tout de suite à l'autel de la vérité, de la bonne foi et de la sincérité. Et ce passage du dialogue est indispensable. C'est la dernière chance qui s'offre au Tchad. Je peux vous faire une confidence, madame. Si nous ne réussissons pas ce dialogue et nous n'arrivons pas à des élections où, à la fin, le pouvoir est transmis à une équipe élue par les Tchadiens, pas nommée par une puissance, ou nommée par des militaires, ou nommée par qui que ce soit, choisie par les Tchadiens, à une élection à laquelle ceux qui gèrent la transition ne peuvent pas être jugés partis. Si nous n'arrivons pas à ça, je peux vous garantir
le Tchad va se disloquer. Est-ce que quelqu'un souhaiterait voir le Tchad se disloquer? Non, les Tchadiens en premier lieu. Nous autres responsables en premier lieu. Personne ne souhaite arriver à cette situation. Mais personne, plus personne, n'acceptera une situation d'apartheid, de confiscation armée, parce que c'est ça que nous avons eu jusqu'à présent. Nous, si nous arrivons aux affaires, nous voulons travailler avec tout le monde, y compris avec les militaires actuels, qui doivent avoir même un statut particulier parce qu'ils auront réussi à rentrer, à faire partie de ce que j'appelle les pères fondateurs du Tchad moderne. Mais si la tentation, 1, dynastique, prend certaines personnes, 2, de confiscation armée, prend d'autres, 3, de résignation, prend les partenaires, pour laisser le statu quo, je peux leur garantir qu'il y aura probablement plusieurs Tchads à diriger. Et donc personne ne peut se permettre d'arriver à cette situation, d'où la nécessité pour tout le monde d'entendre à la fois ces colères, exprimées de manière à droite ou maladroite, il faut les entendre. Et c'est ça vers lequel nous voulons aller. Donc nous, nos propositions sont prêtes. Si demain matin, elles sont prises en compte, nous serons prêts à dialoguer, à discuter pour arriver à quoi? Une constitution, un code électoral, des lois, une élection à laquelle tout le monde présentera un projet de société et puis les Tchadiens vont trancher. Vox populi, vox dei, donc la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est ni une puissance étrangère, ni un groupe, fut-il armé, qui va décider du sort des Tchadiens. Et si quelqu'un est tenté par cela, nous serons obligés d'arriver à une situation d'ingouvernabilité de notre pays, malheureusement, et personne ne souhaite cela. Absolument. Merci à vous, Succès Masra, qui, je rappelle, est un opposant tchadien de séjour au Burkina. C'est d'ailleurs avec vous que nous refermons cette émission 100% Info de ce dimanche 15 mai 2022. Merci à tous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention.